Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette émission Café Débat. Vous le savez, c'est l'espace qui vous est consacré au quotidien à l'analyse et au décryptage de l'actualité. Et nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Pour cet autre numéro et dans cette première partie d'émission, je reçois comme invité M. Soriso. Il est le vice-président du parti GPT Guinée pour tous. Monsieur So, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci. Vous êtes désormais un habitué de cette émission et merci de la disponibilité. Je rappelle qu'avec lui, on va aborder notamment la question des élections locales et les préparatifs que le GPT est en train de faire de ces élections pour le 4 février 2018 notamment. Est-ce que le parti ira seul à ces élections ou est-ce que tout simplement il y a en vue une sorte d'alliance entre le GPT et le RPG Arc-en-Ciel? Accord cadre sur les 20 milliards de la Chine. Quel a été le rôle de Kassouri Fofana, président du GPT, dans cette moisson financière ou économique, si on peut le dire ainsi. Et puis d'autres sujets annexes viendront se greffer à cela. Dans la deuxième partie de l'émission, je le rappelle, on aura deux enseignants assistants pour parler du pourquoi leur exclusion dans cette décision du ministère de l'Enseignement supérieur dans l'amélioration des, on va dire, des primes des enseignants. Alors, pour commencer avec vous, dites-nous, avant tout, comment se porte aujourd'hui le GPT? D'aucuns disent que c'est un parti qui n'existe pratiquement pas, qui n'a pas de base. Et je tourne le regard un peu vers l'UFR, qui pense qu'il ne faut pas comparer des partis comme le GPT aux partis comme l'UFR. C'est très bien. Seulement c'est très bien. Oui, c'est très bien. Seulement ce que je peux vous dire, que la meilleure façon d'évaluer le poids d'un parti politique, ce n'est pas dans la bouche de notre leader, mais c'est plutôt les résultats obtenus sur le terrain. Et le meilleur indicateur, c'est le suffrage obtenu après une élection. Aujourd'hui... Et dans ce domaine-là... Oui, laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour tout observateur de donner le poids réel des différents partis politiques. Pour la simple raison qu'il y a longtemps, il n'y a pas eu d'élection. Depuis les élections législatives. De 2013. Oui, de 2013. Et n'oubliez pas, je veux dire, un électorat... Oui, la présidentielle non, de 2015. un électorat, c'est mouvant. Non, il y a eu la présidentielle de 2015. Oui, mais le GPT n'avait pas présenté de candidature en 2015. D'accord. Le GPT avait soutenu le RPG Arc-en-Ciel. Et d'ailleurs, le président du GPT avait été le directeur de campagne de l'Alliance Arc-en-Ciel et qui avait obtenu la victoire Koukao. Alors je me demande sur quels critères ils s'appuient aujourd'hui pour dire que le GPT n'a pas une base. Mais je vais vous dire, ils seront très surpris. Parce que depuis un temps, tous ceux qui considèrent que le GPT est un parti qui n'a pas une base. Bien. Pour la simple raison que, contrairement à ce que font les partis politiques en Guinée, nous, après notre échec, entre guillemets, en 2010, nous nous sommes retrouvés, nous avons tiré les leçons. Et aujourd'hui, nous avons identifié quelles ont été les failles du système qui ont fait que les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Alors, nous nous sommes mis à travailler sur ces faiblesses-là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes globalement prêts. Et parmi ces failles, c'était quoi? Nous n'avions pas les structures de base, les comités de base, les sections, les fédérations. Beaucoup de partis sont en train de se taper la poitrine ici. Ce n'est pas un bureau exécutif d'un parti politique qui gagne une élection. C'est la base. Ce sont les comités de base sur le terrain qui mobilisent l'électorat et qui permettent d'avoir une victoire. Et c'est pour cela que je voudrais... Et pour ça, aujourd'hui... C'est pour cela que je voudrais justement vous demander de nous faire un peu la cartographie politique du GPT sur toute l'étendue du territoire. Le GPT est un parti transversal implanté sur l'étendue du territoire national aujourd'hui. Je peux vous dire, et je défie tout le monde. Sans langue de bois. Non, je défie tout le monde de prouver le contraire. Que le GPT est présent sur les 33 préfectures de la République de Guinée. Et l'ensemble des sous-préfectures. Nous avons des comités de base, nous avons des fédérations, nous avons des coordinations régionales, nous avons des fédérations régionales, nous avons des coordinations régionales. Pour la Haute-Guinée, par exemple, le coordonnateur s'appelle Lansé Diakité. Bien. Pour Conakry, il s'appelle Fodeta Nene. Le parti est très bien prêt aujourd'hui du point de vue structurel. L'autre manière de savoir si un parti est si grand et si présent, c'est aussi l'animation qu'il y a au sein du parti, la vivacité du parti, le dynamisme du parti. Il y a par exemple les séances d'assemblée qui se tiennent, que ce soit ici à Conakry ou à l'intérieur du pays. Pour d'autres partis, on le voit, on le constate, les médias le couvrent d'ailleurs. Est-ce que le GPT aujourd'hui fait ce genre de réunion d'assemblée générale? Très bien. Ça, vous me mettez sur un terrain qui me plaît. Samedi prochain, j'invite le groupe Ganga
à aller couvrir notre assemblée générale. Tous les samedis, on tient l'assemblée générale au siège du parti. Tous les jeudis, on tient la réunion du bureau exécutif. Tous les jeudis et tous les samedis. Mais je vais vous dire, nous n'avons pas opté pour ce que beaucoup font. Trop de bruit, peu de travail. Qui font beaucoup de bruit? Non, je n'indexe personne. Nous avons opté pour beaucoup de travail sur le terrain, de façon très discrète, afin d'être suffisamment prêts. Et le moment de bruit arrivera, on fera le bruit. Bien. Et en parlant d'élections, je l'ai dit tout à l'heure, la CENI l'a fixé, en tout cas l'a proposé. Il reste à voir si le président prendra le décret dans les jours à venir. En tout cas, pour le 4 février 2018. Alors, d'abord, qu'est-ce que le GPT a pensé de cette proposition de la CENI? Est-ce que vous êtes en train de vous préparer pour prendre part à ces élections, notamment locales, si elles ont lieu à partir du 4 février 2018? Le premier fait à relever par rapport à cette question, c'est d'abord remercier la CENI pour l'innovation dans la démarche. Depuis un certain temps, depuis l'arrivée de l'actuelle équipe, c'est-à-dire Maître Kébé, à la tête de la CENI, il y a vraiment un effort de communication entre la CENI et les différents acteurs. Le chronogramme, la présentation de ce chronogramme a eu lieu au Novotel. Le GPT était représenté, à l'instar des autres partis politiques présents à l'Assemblée nationale. Donc, nous avons pris part à l'amendement de ce chronogramme à sa finition. Nous pensons que ce chronogramme, à partir du moment où tout le monde a exprimé la volonté d'aller vers ces élections et le plus vite que possible, ce chronogramme peut être tenu si on respecte l'ensemble des actions à exécuter selon la façon dont elles sont programmées. Et comment le GPT s'y prépare donc, dès lors que le chronogramme a été présenté aux acteurs politiques et vous étiez présent? Le GPT, d'abord, je vous ai dit tantôt que le GPT était en train de travailler depuis des années sur la mise en place de ces structures pour rendre le système opérationnel. Ça, c'est du point de vue interne. Du point de vue externe, par rapport à ces élections, le GPT est en alliance avec le RPG Arc-en-Ciel. Nous avons eu suffisamment de séances de travail avec le RPG Arc-en-Ciel pour harmoniser les listes. Donc, il y aura des listes. C'est important. Déjà, ce qu'on peut savoir dans la stratégie du GPT, c'est que c'est déjà clair, le GPT ira en alliance avec le RPG aux élections. Jusqu'à preuve de contraire. Élections locales. Jusqu'à preuve de contraire. Le GPT ira en alliance avec le RPG Arc-en-Ciel par rapport à ces élections de février. D'accord. C'est clair. Et là-dessus, comment ça va se faire? Naturellement, ça va se faire de façon simple et de façon mutuelle. D'abord, une alliance, c'est une mutualisation de forces et de stratégie. Ça, c'est des affaires au niveau des états-majors. Et puis, il y aura une élaboration de listes de façon consensuelle. Il y aura des localités où le GPT pourrait prendre la tête de liste et le RPG pourrait avoir des conseillers à l'intérieur de la liste. Il y aura des localités où le RPG ou d'autres partis alliés peuvent prendre la tête de liste et le GPT et le RPG être à l'intérieur de la liste. Il y aura d'autres endroits enfin, où le RPG parti maire prendra les têtes de liste et les partis alliés seront à l'intérieur des listes. Parce que je vous dis, ce n'est pas les maires qu'on élit, ce sont les conseillers. Qui choisissent à leur tour le maire. Voilà. 2015, le GPT soutient Alpha Condé, vous faites ensemble le coup KO. Les élections locales de 2018 qui s'annoncent, précipitamment déjà, vous êtes en alliance. Non, nous étions en alliance depuis longtemps. Ce n'est pas précipitamment, je suis désolé. Nous sommes toujours restés. Écoutez, par rapport à ces élections communales. La durée de vie d'une alliance, c'est jusqu'à la fin. Mais par rapport à ces élections communales, depuis le premier chronogramme, le RPG et le GPT étaient en alliance par rapport à ces élections. Et nous sommes restés sur la même tendance. Pourquoi je cite les deux alliances? La question c'est pourquoi le GPT affiche une certaine je sais pas, dépendance au RPG politiquement parlant. J'ai l'impression que le GPT n'a plus d'ambition politique, ne veut plus joser son poids individuellement. Est-ce que vous avez peur, justement, de ne pas faire de résultats en allant seul? C'est un choix volontaire et volontariste. À partir du moment où notre leader, Dr Kassori, travaille avec le professeur Alpha Condé, vous savez, en tant que ministre contrairement à ce qui se passe sur la scène politique guinéenne, nous sommes de ceux qui pensent que l'être humain doit être conséquent. Au fait, il ne faut pas être dedans et être dehors. C'est-à-dire? C'est simple, ne pas avoir un pied dedans et espérer avoir l'autre pied dehors. Le GPT, le leader, le président du GPT est en harmonie parfaite avec le président de la République. Il travaille avec lui. Il
au fait, il l'aide à produire le maximum de résultats au profit de la nation guinéenne et au profit de sa gouvernance. Il n'est pas loisible pour le ZPT, dans le contexte-là, de prendre une position actuellement contraire à la ligne de vision du président de la République et de son parti. Par conséquent, le ZPT est resté conséquent avec lui-même en 2015 en soutenant le RPG Arc-en-Ciel parce qu'elle est des leaders par la même voie. Et d'ailleurs en prenant la tête de l'Alliance, parce que c'est Kassory qui avait été le directeur de campagne. Jusqu'à preuve de contraire, le GPT se sent fait en harmonie avec la vision du président de la République, du président Kassory, mais aussi des deux formations politiques. Bien. Et nous sommes restés conséquents avec nous-mêmes. C'est aussi simple que ça. Donc là-dessus, on va dire qu'aujourd'hui, s'il y a préparatif de ces élections locales, au niveau du GPT, vous êtes en train de le faire en harmonie avec le camp du RPG Arc-en-Ciel. Dans une alliance électorale, vous mutualisez les forces. La mutualisation des forces demande qu'il y ait d'abord force de part et d'autre. Au sein du GPT, on est en train de travailler solidement sur le terrain pour mobiliser la force réelle du GPT. Parce que c'est cette force réelle qui déterminera notre poids dans l'alliance, notre degré de respect dans l'alliance. Écoutez, en politique, c'est ce que vous apportez qui détermine votre poids. Absolument. Le GPT est en train de travailler solidement sur le terrain pour mobiliser le maximum de ses forces qu'il compte mettre à la disposition de son alliance pour d'abord montrer au RPG Arc-en-Ciel que nous sommes avec eux et aussi les prouver que nous existons réellement sur le terrain et que nous avons un poids électoral. Et donc ça se fait par la mobilisation, souvent cette mobilisation de force. Et ce qui veut dire que vous devriez peut-être convaincre et séduire votre partenaire, le RPG, en allant peut-être à l'intérieur du pays. Pour l'instant, on ne voit pas. Attendez, je prends un exemple. On a vu Cellou Dalein, l'exemple me tombe sous la main comme ça. À l'intérieur du pays, faire le tour de ses QG à l'intérieur du pays. Le GPT, on n'a pas encore vu Kassory se livrer à un tel exercice. On a vu même quelqu'un comme le président du PTS, un Diawara qui va à Sigiri, qui va par-ci, qui mobilise, un Fayami Limono. Mais pourquoi justement Kassory? Pour prouver ce poids-là et montrer cette respectabilité que le RPG devrait avoir vis-à-vis de vous, faire une sorte de tournée de mobilisation pour montrer justement que le parti est très bien assis à l'intérieur du pays, à une base solide à l'intérieur du pays. Vous savez pourquoi notre slogan Liberté en esprit? Je vais le dire. Naturellement, ça va en parfaite harmonie avec votre question. Il faut que les Guinéens réussissent à libérer leurs esprits. Ne résumez pas un parti politique à un leader. Le parti politique, c'est la machine de fabrique. C'est elle qui fabrique le leader. Aujourd'hui, le ZPT a fabriqué comme leader Dr Kassory. Demain, il peut fabriquer un autre. Il faut que ça soit clair. Deuxièmement, ce n'est pas parce que Kassory ne va pas sur le terrain que le ZPT ne va pas sur le terrain. Le ZPT va sur le terrain. Moi qui vous parle, je viens de rentrer d'une mission de Fouta. Le ZPT est suffisamment sur le terrain. Et d'ailleurs, il y a une de nos missions qui est rentrée, ça ne fait pas une semaine, de Dalaba. Je parle de mobilisation. Non, attendez. Je vous ai dit, on a opté pour une stratégie. De démonstration de force. On a opté pour une stratégie discrète. Travailler solidement sur le terrain de façon discrète. Je vais vous dire, quand vous êtes dans une alliance, vous accompagnez une équipe gouvernementale. Vos travaux politiques doivent être réalisés de façon stratégique et discrète. Si vous faites trop de bruit, ça peut irriter de part et d'autre. Le GPT travaille de façon solide sur le terrain, sans trop de bruit. Le moment venu, on montrera de quoi on est capable. Alors pour terminer sur cette affaire de préparatif de ces élections locales déjà, la première réponse qui est aussi claire, c'est que vous irez une fois encore avec le RPG en alliance. Maintenant, faut-il que vous ayez des bastions, des zones où vous êtes très fort, ou peut-être vous pouvez prétendre vous faire accompagner par le RPG par exemple. Quelles sont ces zones qui vous êtes très favorables sur l'étendue du territoire? Nous avons suffisamment de zones où nous sommes très forts, contrairement à ce que les gens pensent. Comme où, par exemple? Je peux vous citer même Matam, contrairement à ce que beaucoup pensent. Beaucoup pensent que Matam, la commune de Matam. Que la commune de Matam, c'est ceci. Je vais vous dire. Non, la commune de Matam, c'est l'UFR. Oui. Naturellement, vous allez dire c'est l'UFR. Vous pensez renverser? Mais je vais vous dire une chose. L'électorat de Matam
n'est pas des moutons attachés à une corde. C'est pas figé. C'est un électorat mouvant. C'est un électorat qui évolue en fonction du réel politique. Vous pensez que l'électorat... Aujourd'hui, je peux vous dire... Vous pensez que l'électorat de Matam a fait mouvement vers vous? Je peux vous dire aujourd'hui que le GPT est suffisamment bien implanté, par exemple, à Matam, pour prétendre occuper la tête de liste. Et on le prouvera sur le terrain. Pour être maire à Matam. On le prouvera sur le terrain. Et où après Matam? Il y en a suffisamment. Nous sommes très forts à Dixine, nous prétendrons, à Forêt-Karia, à Banankoro, dans beaucoup de préfectures, à Dabola. Écoutez, je ne vais pas vous dévoiler toute notre stratégie en termes d'implantation, mais je vous garantis qu'il y a beaucoup de localités où nous prendrons les têtes de liste et nous allons prouver que nous méritons d'être têtes de liste. Bien, on va donc passer donc au sujet économique. Et je le disais tout à l'heure, accord cadre de 20 milliards de dollars obtenus auprès de la Chine. Alors donc, on a vu que votre président, Kassory, était un peu au cœur de tout cela. En tant que ministre d'État chargé donc du partenariat public-privé, quel a été son rôle? Puisque son rôle a tellement été magnifié par d'abord Alpha Condé dans tout ça, et votre parti s'en réjouit tellement que ça devient une sorte de bilan qu'il faut peut-être brandir un jour, peut-être pourquoi pas en 2020, comme bilan pour que Kassory prétende être président de la République. Quel a été son rôle donc dans cette affaire de 20 milliards de dollars? D'entrée de jeu, quand vous dites que par rapport à ces 20 milliards, le professeur Alpha Condé a beaucoup magnifié le rôle de Kassory, il faut saluer la modestie du professeur Alpha Condé sur cette question. Pour la simple raison que ces 20 milliards sont exclusivement à mettre à l'actif du professeur Alpha Condé. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Kassory était ministre d'État qui a été convié par le président de la République. Il a été chargé de mission par le président de la République. Autrement dit, toutes les initiatives qu'il a eues, qu'il a réussi ou qu'il n'a pas réussi, ce sont des initiatives qui ont obtenu l'accord préalable du président de la République. S'il y a succès, il faut le mettre exclusivement à l'actif du président de la République. Cependant, un président de la République, c'est un manager. Ce n'est pas lui qui va au four. Kassory a été le technicien qui a conduit l'équipe technique, qui a mené les négociations et qui est parvenu à obtenir cet accord de 20 milliards. Il faut féliciter en premier lieu le président de la République pour la vision. Il faut féliciter Kassory Fofana pour le pragmatisme. Il faut féliciter l'équipe qui l'a accompagné pour le pragmatisme, pour le résultat obtenu. Mais il ne faut pas créer d'amalgame. Quel est l'amalgame? Ce résultat, il n'est pas à mettre à l'actif de Kassory, mais il faut le mettre à l'actif du président de la République. Peut-être que c'est... Pour l'aider à arriver... Non, attendez. Pour l'aider à arriver... Peut-être que c'est des manœuvres non, ce n'est pas... pour faire plaisir à Alpha Condé. Non, ce que je vous dis là... Mais on sait que Kassory s'en tape la poitrine. Ce que je vous dis là, c'est vraiment... Kassory s'en réjouit. On sait que Kassory veut bien mettre ça dans son bilan politique à lui. Très bien. Même s'il faut faire plaisir à Alpha Condé. Je vais vous poser une simple question. De dire que c'est lui. Je vais vous poser une simple question. Oui. Lorsque vous êtes directeur de Gangan TV et que vous faites vraiment des succès au sein de Gangan TV, vous allez vous en réjouir, oui ou non? Bien entendu. Naturellement, le PDG aussi va s'en réjouir. Parce que s'il n'avait pas créé Gangan TV, vous n'allez pas produire les résultats escomptés. On est d'accord? Oui. Professeur Alpha Condé a fait appel à Kassory, il lui a confié une mission. Bien. La mission a réussi. Chapeau pour Kassory et son équipe pour avoir su mériter de la confiance placée en eux pour obtenir ce résultat. Mais je suis désolé de le dire, et c'est sincère ce que je vous dis là. Et je vous le dis en toute connaissance de cause, pour avoir échangé avec le ministre Kassory. Ce résultat, il faut le mettre exclusivement à l'actif du professeur Alpha Condé. Parce que s'il n'avait pas voulu, on n'allait pas le faire. On verra bien. Non, attendez, s'il n'avait pas voulu, on n'allait pas le faire. Ok, mais on verra bien si une fois, à une échéance électorale donnée, où Alpha Condé n'est pas partant, si Kassory ne sortira pas
cet acquis-là, qu'il le mettra à son compte, à dire oui, en 2017, c'est bien moi qui ai... Je reviens à votre exemple. Le jour que vous allez décider de quitter le groupe Ganga, attendez, le jour que vous allez décider de quitter le groupe Ganga et de créer votre télévision, vous pouvez dire à l'opinion nationale et internationale, j'ai une expérience, j'ai réussi à produire des résultats au sein de Ganga. Oui, mais justement, pourquoi ne pas crier cette... Je ne sais pas, quand vous dites qu'il ne faut pas faire d'amalgame, j'ai l'impression qu'il a peur de revendiquer... Ce n'est pas ça, au fait... de revendiquer la performance, en tout cas... Nous voulons simplement dire qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Bien. Le roi, c'est professeur Alpha Condé, c'est lui qui a instigé, au fait, cette réussite est à mettre d'abord à son actif. Bien. Mais il a utilisé des techniciens comme Kassori pour parvenir au résultat. Bien. Kassori ne peut pas prendre l'actif de ce résultat et laisser son mentor qui lui a dit fais-le. Bien, maintenant parlons pour terminer des retombées à court, moyen et long terme de cet accord cadre dont votre président a été un des négociateurs. Il y en a qui doutent fort des retombées. On parle de troc, on parle de bradage et tout et tout. Et vous êtes vraiment sûr, comme votre président, que c'est le plus grand projet ou le plus grand contrat que l'on a pu réussir pour la Guinée ces dernières 10 ans passés, c'est cela? Je vais vous dire, nous sommes dans un pays, curieusement, si vous attendez le mois d'avril, à midi, vous dites aux gens le soleil brille, ils vont vous dire non, il ne brille pas. Bien. Je vais vous dire, cet accord, certes, il ne peut pas être la perfection, elle n'existe pas, elle est divine. Mais cet accord est le meilleur accord qu'on peut obtenir aujourd'hui dans le contexte actuel. Les gens, j'ai écouté beaucoup de gens parler, il y a deux inquiétudes qui reviennent généralement. Est-ce que ces 20 milliards ne vont pas être empochés par des individus et prendre des destinations inconnues? Je réponds de la façon la plus simple. Cet argent liquide ne viendra jamais en Guinée. Pour qu'on l'empoche, il faut qu'il vienne en Guinée. Il ne sera ni à la Banque centrale ni au Trésor. Il faut lire l'accord cadre. Non, en lisant l'accord cadre, vous vous rendez compte que cet argent ne sera jamais domicilié ni au Trésor ni à la Banque centrale. Il ne viendra pas. Premier point à relever. Deuxième aspect à relever. Il y aura un appel d'offres pour la réalisation d'infrastructures au profit de la Guinée, en fonction des besoins de la Guinée. L'appel d'offres va être lancé. Des entreprises vont soumissionner. Les entreprises vont être sélectionnées. Les entreprises vont exécuter les travaux. Et la Guinée a le droit de recruter un cabinet de contrôle qui va expertiser à la fois la qualité des travaux, mais aussi la conformité entre les travaux réalisés et les factures présentées. C'est après avoir fini tout ça que ces factures vont être orientées vers la Chine. Comment appelez-vous tout ça? Du troc ou quoi? Parce qu'il y en a qui parlent du troc tout simplement. Moi, je ne vois pas ça en termes de troc. Je dirais, c'est en termes d'investissement qui sera amorti sur les matières premières. Bien. Peut-être qu'on aura l'occasion de continuer là-dessus sur le bien fondé, parce que j'avais aussi un économiste sur ce plateau qui n'y croyait pas du tout, qui lui parle de bradage. Peut-être que... On ne peut pas croire à tout. Peut-être que vous prendre sur le même plateau nous donnerait encore plus d'idées sur... Avec plaisir. Sur le bien fondé des arguments des uns et des autres. On va terminer cette partie par deux petits sujets sur lesquels vous allez vous exprimer en 1 minute. C'est d'abord cette guerre qu'il y a entre votre président Kassori et Sidya Touré, pourtant deux hommes qui sont tous en train d'aider le même homme qui est Alpha Condé. Je ne sais pas qu'est-ce qui explique. Est-ce que c'est des guerres de probable succession d'Alpha Condé en 2020? Qu'est-ce qui se passe au palais sécuritaire? Il faut d'abord remettre les pendules à l'heure. Deuxième sujet que vous allez cumuler, c'est l'opposition qui est en train peut-être, ces derniers temps, qui était en train de battre le pavé et qui est encore en train de mettre la pression comme quoi le pays est mal gouverné par vous et qui êtes associé aussi à Alpha Condé et l'impunité que vous avez instaurée en règle d'or dans cette gouvernance. Les deux sujets. Premièrement, par rapport à la première question, il faut relever le fait qu'il n'y a jamais eu de guerre entre Kassori et Sidya Touré. Mais il y a eu des attaques. Non, laissez-moi finir. Oui. Il y a eu la cellule de communication de l'IFR qui a eu une sortie critique vis-à-vis du président et du GPT, Dr Ibrahima Kassori Fofana. Et la cellule de communication du GPT en a pris de sa responsabilité et de sa souveraineté. Et je vais vous dire, contrairement à ce que beaucoup pensent, le président Kassori ne voulait pas qu'il y ait ces essences musclées. Mais la cellule de communication a dit trop, c'est trop. On va rappeler aux uns et aux autres que l'honneur du président du parti n'est pas attaqué,
la ligne de conduite du parti n'est pas attaquée. En fait, il y a des lignes roses qu'on ne doit pas franchir désormais. Que vous le voulez ou pas, la cellule de communication estime que ces lignes roses-là, celui qui les franchit, il est de notre responsabilité de le rappeler à l'ordre. C'est ce que nous avons fait par rapport à l'IFR et surtout par rapport à sa cellule de communication. Et donc vos relations sont pourries aujourd'hui, mais derrière tout ça, alors écoutez, tous ces deux sont auprès d'Alpha Condé. Écoutez, les relations interpersonnelles entre Kassori et Sidi Touré n'intéressent pas le GPT. Si ça intéresse l'IFR, tant mieux. Mais nous, ça ne nous regarde pas. Ce qui nous intéresse, c'est la ligne de conduite du parti et la défense de l'intégrité et de la personnalité de notre leader. Point barre. Oui. Ce qui les lie en deux. Attendez, ce qui les lie en deux. Le problème c'est quoi? Est-ce que chacun des deux partis se dit être trop complice avec Alpha au point de se voir positionné pour 2020 ou je ne sais pas pourquoi, et que chacun voit le diable, la petite bête chez l'autre? Non. Parce que c'est ça. Ce qu'on nous a reproché, le GPT et l'UFR. Oui, ce qu'on nous a reproché, c'est qu'on soutient trop Alpha Condé. C'est que l'UFR nous reproche. Ce que l'UFR nous a reproché. Bien. Et je le dis et je le résume. Le GPT est un parti incarné par un leader conséquent avec lui-même. Si on est avec toi, on est avec toi. Si on n'est pas avec toi, on te dit en face, on n'est pas avec toi et on assume nos actes. Bien. Et puis l'opposition qui justement traite votre gouvernance, vous et Alpha Condé, de mauvaise gouvernance et d'instaurer, comme je l'ai dit, l'impunité en règle d'or. Qu'est-ce que vous en dites comme réponse en un mot? Premièrement, les marches de l'opposition, c'est constitutionnel, c'est un droit. Ce que nous déplorons, c'est deux fois la façon où est le résultat visé. À mon avis, il ne faut pas produire les mêmes causes, espérer un résultat différent. Il faut faire les choses autrement. Ça, c'est de passage. Maintenant, par rapport à la gouvernance, je vais vous dire, quoi que vous fassiez, dans une société de démocratie et de liberté, chacun aura sa façon d'appréhender les choses, de les interpréter et de les analyser. Si pour l'opposition républicaine, toute la gouvernance du professeur Alpha Condé se résume à l'impunité, à un système de corruption, à un système de ceci ou de cela, ça rentre dans le jeu démocratique. Et vous, nous pensons qu'il y a eu des efforts. Même s'il y a des faiblesses, nous reconnaissons, attendez, nous sommes un parti conséquent. Bien. Nous reconnaissons qu'il y a des faiblesses. Et nous pensons, nous invitons cette opposition à identifier avec nous ces faiblesses en faisant des propositions constructives et en nous indiquant les mécanismes de mise en œuvre ensemble pour qu'on se donne la main pour une Guinée gagnante. Voilà. Et vous avez 30 secondes face à la caméra pour vous adresser justement à ces, on va dire, ces militants de GPT et l'audience pour le premier sujet abordé, notamment ces élections locales. Ce que je veux dire simplement à l'opinion nationale et internationale qui nous suit actuellement, et surtout à la jeunesse guinéenne, c'est qu'il faut que la jeunesse guinéenne accepte pour une fois de prendre son destin en main. Nous constituons la majorité de la population guinéenne, tous sexes confondus. Malheureusement, dans beaucoup de formations politiques, on nous utilise simplement pour parvenir à un résultat. Au sein du GPT, la jeunesse occupe le centre de nos préoccupations. Nous l'avons prouvé en envoyant le plus jeune député à l'Assemblée nationale, en organisant chaque année l'école des cadres exclusivement au profit de la jeunesse et en responsabilisant majoritairement des jeunes dans le bureau exécutif. Alors, jeunes de Guinée, ayez le réflexe bon en choisissant le parti qui vous sert et qui fait votre promotion et naturellement qui vous aide à avoir la compétence pour mériter de votre promotion, et ceux qui vous demandent à sortir, faire ceci, faire cela, uniquement pour satisfaire leurs ambitions politiques. Je vous remercie. Merci, M. Sossouri, d'être passé. À très bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup. Et puis, comme annoncé, dans la deuxième partie de cette émission, je reçois tout à l'heure deux autres invités pour parler d'enseignement supérieur, notamment de la situation des enseignants assistants qui se disent exclus par le ministre de l'Enseignement supérieur lors de cette dernière décision prise par lui, notamment améliorant les primes des enseignants. A tout de suite après la pause thé. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon.
La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korosa 669 0059 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme annoncé, on va parler d'enseignement supérieur et on va dire le coup de gueule des enseignants assistants. Et sur ce plateau, pour en parler, je reçois comme invité M. Ousmane Touré, ici à ma droite. M. Touré, bienvenue sur ce plateau. Merci. Et M. Mohamed Kaba, enseignant assistant également. Merci de nous retrouver ici. Merci. Je sens que vous êtes tellement abattu par la situation que vous avez perdu la voix. Hein? Faites un peu d'effort. Et... Alors donc on parle d'une décision prise par le ministre Yero Baldé, le ministre de l'enseignement supérieur, qui vise donc à améliorer je sais pas si c'est les salaires ou les primes des enseignants à l'université. Et donc vous auriez été exclu. Et donc c'est le mot d'ordre de votre dénonciation aujourd'hui, de votre interpellation. Comment tout ça est arrivé, hein? En fait, tout est parti d'un arrêté conjoint qui est apparu le 4 août passé. Et cet arrêté est relatif à la révalorisation des primes et indemnités spéciaux accordées aux enseignants chercheurs et chercheurs de Guinée. Alors, ce qui nous a surpris dans cet arrêté conjoint, c'est que au lieu d'avoir les 4 grades, parce qu'on parle de fonctions, les fonctions là sont liées aux différents grades académiques. Alors, au lieu de 4, comme le stipule le décret 176, on a été surpris de voir maintenant qu'il n'y a plus que 3 grades. Donc, dans cet arrêté conjoint, on a vu que carrément le grade assistant est exclu. Alors, bon, pour un départ, on avait pensé que c'était une erreur et on a interpellé le ministre en l'écrivant pour le signifier qu'il y a cette erreur. Parce qu'au départ, on considérait comme étant une erreur. Mais bizarrement, après 2 rencontres, d'abord avec son cabinet, parce que lui il était en déplacement, et la seconde rencontre c'était avec lui-même, on s'est aperçu que c'était fait à dessein. Pourquoi à dessein? Parce qu'il nous a fait comprendre carrément je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Le ministre Yero Baldé. Oui. Donc, pour faire un peu l'histoire, il parlait de décret tout à l'heure, M. Kaba, c'est-à-dire qu'il y a un décret sur le statut peut-être des enseignants au sein des institutions d'enseignement supérieur qui spécifie 4 grades notamment au sein des institutions d'enseignement supérieur. Et quels sont ces grades? Et justement, comment comprendre que en dehors de ce décret, que le ministre Yero prenne une décision qui exclut un grade au détriment en faveur des autres? Effectivement, mon ami a déjà planté le décor. Et le décret dont il est question, c'est celui du numéro 176. Le décret 176 a été signé
et en 1989 par le général Feu Lansana Conté. D'accord. Alors ce décret effectivement parle de l'organisation des institutions d'enseignement supérieur. Et c'est ce décret qui définit ces 4 grades. Ces 4 grades sont, vous avez d'abord le grade assistant, c'est le tout premier. Ensuite, il y a le grade maître assistant. Puis il y a le grade maître de conférence. Et enfin, il y a le grade de professeur. Alors les 4 grades, les grades qui relèvent, si vous voulez, du statut de si vous voulez, du statut particulier, pratiquement c'est professeur et maître de conférence. Les deux là sont considérés comme les grades, n'est-ce pas, du rang magistral. Maintenant, les maîtres assistants et les assistants, eux, devraient en principe être encadrés par ceci. Mais dans le même décret, ce qui est tout à fait visible, c'est que les primes, les indemnités et les avantages spéciaux sont accordés à ces 4 grades. Et ça, c'est propre à toutes les universités. Et ces primes-là sont déjà perçues par les assistants et c'est sur les bulletins. Entre un assistant et un maître assistant, il y a un écart juste de 5 000. C'est-à-dire l'assistant à 30 000, le maître assistant à 35 000, le maître de conférence à 40 et le professeur à 50 000. Donc ce sont ces primes qui ont été révalorisées. Ça, c'est le décret. Maintenant, s'il doit y avoir un arrêté pour révaloriser, on s'attend que les mêmes primes soient révalorisées chez les 4. Mais on a été vraiment surpris, comme mon prédécesseur le disait, que majoritairement, eh bien, on a exclu le premier grade, le grade d'assistant, et on s'est intéressé seulement à ces 3 grades qui sont pourtant minoritaires dans l'enseignement supérieur. Justement, en parlant de nombre, vous êtes au nombre de combien aujourd'hui dans l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur? Je veux dire les assistants. Vous êtes oui, les statistiques que nous avons présentement, nous sommes 2500. 2500 assistants qui tiennent non seulement les cours, mais aussi les fonctions administratives dans les différentes universités. Donc supérieur au nombre de maîtres assistants, au nombre de professeurs. J'aime souvent donner les peut-être les deux réunis d'une université. Même les 3 réunis. Les 3 réunis, je vous dis de façon très claire. Je ne vais pas citer ici peut-être de façon plus explicite une université, mais voici une université dont les statistiques sont les suivantes. Premièrement, il y a 230 professeurs qui enseignent dans cette université. Les 230, vous avez un seul professeur qui est à la retraite depuis 2 ans. Donc, pas de professeur. Maintenant, vous avez 3 qui sont maîtres assistants. Et vous avez 4 qui sont maîtres de conférence. Tout le reste, ce sont des assistants. Donc, les 100 et quelques sont tous des assistants. Et laissez-moi vous dire que c'est une réalité qu'on rencontre dans toutes les institutions. Et ceux-là qui ont fait cet arrêté le savent, ils connaissent les réalités. Alors, pour un départ, nous avons estimé que le ministre n'avait pas, n'est-ce pas, accès à toutes ces données-là. Quelle a été donc la motivation du ministre Yoro Baldé de prendre une décision, certes bonne, mais qui en partie exclut justement, selon ce que vous dites, le grand nombre de ceux-là qui font le gros du boulot dans les institutions d'enseignement supérieur, donner des cours, et puis aussi les postes, certains postes administratifs. Est-ce que vous êtes allé à la rencontre du ministre Yoro pour justement attirer son attention sur ce fait-là? Si ça a été le cas, qu'est-ce qu'il vous a donné en clair comme réponse? Bien sûr, on a été voir le ministre. D'abord, on a rencontré son cabinet quand lui il était en déplacement. Et quand lui-même il est arrivé, on nous a adressé un courrier officiel comme quoi le ministre souhaiterait nous rencontrer. D'accord. À cette rencontre, nous avons été trop surpris. Parce que c'est comme ça, il faut le dire. Si vous ne savez pas quelque chose et qu'on vous l'apprenne, la moindre des choses, c'est de dire je prends des dispositions pour corriger. Mais, à notre fort étonnement, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, si c'est pour les primes, je ne peux pas. C'est ce que Yoro Baldé vous a dit? Oui, carrément. Pour les primes, je ne peux pas parce que je veux que les gens aillent se former. Et quand il parle de gens, il parle de vous, assistants? Il parle des assistants. Les assistants, ils doivent aller se former. En ignorant que parmi ces assistants, il y a des docteurs, il y a des doctorats, il y a des gens qui ont le master. Il y en a qui sont en train de faire leur master. Alors, est-ce que vous avez pu lui prouver que ce ne sont pas, que ces assistants-là, ce ne sont pas n'importe qui? Parce que moi, je me dis que si Yoro dit ça, peut-être qu'on lui a fait comprendre que dans les universités aujourd'hui, il y a des étudiants qui finissent aujourd'hui, demain, ils sont en train de donner des cours. Est-ce que vous lui avez fait comprendre que ces étudiants-là ne font pas partie de votre groupe? On est parti jusque le dire. Parmi ces assistants-là, vous ne pouvez pas dénombrer plus d'une dizaine qui ne sont pas titulaires de leur cours. Tous sont titulaires de leur cours. Et de surcroît,
quand on a fait les statistiques sur 8 institutions seulement, 7 d'ailleurs, plus un seul département, lui-même il était étonné. Et il est parti jusque dire, bon, on a posé une question de savoir. Maintenant, monsieur le ministre, si aujourd'hui vous parlez de la formation comme étant le facteur qui fait que vous avez fait cet acte. Maintenant, si vous prenez un assistant qui donne les cours d'un professeur de rang magistral, quel doit être son traitement? Et c'est en ce moment qu'il nous a dit, bon, pour les cas particuliers comme ça, il faut qu'on fasse une commission. D'accord. Alors, donc, mais malgré tout ça là, nous on s'attendait à quoi? Je ne comprenais pas la situation, mais je l'ai bien comprise, donc je prends les dispositions nécessaires. Ce qui n'a pas été le cas jusque-là. Ce qui n'a pas été le cas. Et quelques jours après, qu'est-ce qu'on voit? Il se met directement à financer un contre-mouvement, mais un mouvement politique. Ah bon? Un mouvement politique que tout le monde connaissait. Qui faisait quoi? Donc Alpha, ce mouvement, il est connu de toute la moyenne Guinée. Pour saboter votre évaluation. Pour saboter. Et ces gens-là, ils se nomment aussi collectif des enseignants. Quand on a poussé, on a commencé à parler de leur situation, ils ont dit, bon, collectif des enseignants, chercheurs et diplômés. Alors nous n'avons rien à faire avec ceci. Bien. Parce que nous sommes un mouvement qui défend une corporation. Cette corporation, c'est quoi? On a un seul dénominateur commun. Bien. Nous sommes des enseignants chercheurs et nous sommes d'une catégorie. Une catégorie, un grade qui englobe 2500 et quelques. Parce que si nous parlons des 2500 là, c'est par rapport à ceux-là seulement qui se sont inscrits sur la plateforme de revendication que nous avons conçue lors à la circonstance, pour que les gens puissent au moins être informés en temps réel. Bien. Donc, et tous ne sont pas encore inscrits. Donc c'est le minimum. C'est le minimum. C'est 2500 enseignants 2500. assistants. Oui. Alors est-ce que c'est pas peut-être la position de Yero Baldé que Alpha Condé partage quand on l'a vu la dernière fois au palais à l'occasion de la fête des enseignants, lui aussi dire il faut qu'on vous forme maintenant si vous voulez telle faveur. Alors si on veut vous former et que on vous sorte des classes, je veux dire les 2000 et quelques enseignants assistants, est-ce qu'il en resterait? Bon, la première des choses, c'est que, à mon avis, quand j'ai suivi ce discours, j'ai écouté avec la plus grande attention, je me suis rendu compte que c'est d'abord une sorte de désinformation. D'accord. Et parce qu'aujourd'hui, la Guinée a suffisamment de masters, suffisamment d'écoles doctorales, mais qui étudient dans ces écoles. Ce sont les mêmes assistants qui sont en formation. Les cadres sont en formation. Et ce qui est surtout important, c'est que pour un départ, nous avons un peu prêté un plan de salut au ministre. Parce qu'on s'est dit, c'est pas quelqu'un qui relève quand même de l'enseignement supérieur. Il y a des paramètres qu'il ne maîtrise pas. C'est pourquoi dès le départ, si vous avez suivi même nos différentes communications, eh bien, on le citait moins. Parce qu'on pensait quelque part qu'il a été piégé et qu'il y a des données qu'il ne maîtrise pas. C'est pourquoi, effectivement, quand il a signé cet arrêté, je vais vous le dire, et ça c'est le fait le plus important que beaucoup ne connaissent pas, nous nous sommes retrouvés, on a fait une analyse de la situation. On s'est dit, c'est vrai, l'élément déclencheur, c'est cette affaire de prime, mais il faut faire aujourd'hui l'autopsie de l'enseignement supérieur, voir quels sont les éléments qui empêchent aujourd'hui l'enseignement supérieur guinéen de bouger, d'évoluer. Et là, ça a fait vraiment l'objet d'un débat. Toutes les universités étaient représentées. Alors, on a ouvert le cercle de concertation et finalement, on a pu arrêter 6 points essentiels et bien qu'on a consigné dans le courrier qu'on lui a adressé. Et sur ces 6, eh bien, il y a l'accent est mis sur cette formation des formateurs. C'est le premier élément. La question de la prime, c'est l'avant-dernière question, n'est-ce pas, de l'accord. Là, on s'est dit, comme pour si dire que quelqu'un, la formation, c'est une priorité, nous chez connaissons vous, cela, mais aussi attirer son attention sur le fait que l'arrêté conjoint est illégal. Illégal, pourquoi? Parce que ça vient contredire un décret. Un décret du président. C'est qu'un décret donne, je ne vois pas de raison qu'un arrêté. Et ceux-là qui l'ont fait ou qui l'ont aidé à faire le savent très bien. Et sans oublier aussi que ceux-là qui bénéficient de ces primes-là, majoritairement sont à la retraite, ils ne sont plus en activité. C'est pourquoi nous nous sommes dit, voilà. Donc parce que la vérité est que ce sont ces assistants qui sont en activité dans les universités aujourd'hui. Non seulement, les cours, administrativement. L'administration est tenue par ces gens-là. J'ai souvent l'habitude de citer mon cas. Je dirige
comment on appelle, le décanat des lettres de l'université de Kindia depuis maintenant 7 ans. Il suffit d'un chargé des études. Alors, c'est un poste stratégique. Alors, et on vous dit d'aller vous former. Alors, s'il y a tout ça, moi je suis doctorant, je suis en train de faire ma thèse. Donc, et ils auraient pu d'ailleurs. Donc le ministre ignore que parmi vous, il y en a qui sont en formation avancée. En fait, c'est l'impression qu'on a eue pour un départ. Mais aujourd'hui, nous avons la ferme conviction que le problème même de l'enseignement supérieur, c'est le ministre Yoro Baldé. Puisqu'il a suffisamment de données, il aurait pu venir vers les gens, poser des questions, essayer de voir dans quelle mesure vraiment on peut trouver cette situation, plutôt que de se mettre dans notre campagne. Si jusqu'à date, il n'y a pas d'entente entre vous, et si je ne me trompe pas, la rentrée universitaire c'est pour le 16. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire d'ici là? Alors, si la situation ne se dénoue pas jusqu'à cette date, c'est que comme ils le disent, le président lui-même il a dit, allez vous former. Le ministre a dit, il a sciemment signé ça là parce qu'il voulait que les gens aillent se former. Tous les assistants, je ne dis pas les autres, mais des assistants qui sont conscients qu'ils sont assistants et qu'ils méritent avoir ce grade d'assistant, tous ceux-ci là vont aller d'abord se former. Si on veut entendre clairement, ça veut dire que si Hiro n'arrange pas la situation d'ici le 16, vous les 2500 au moins, personne n'ira en classe. Ils vont aller se former d'abord. Ils iront tous se former d'abord. Bien. Oui, peut-être vous aussi, dernier mot par rapport à la démarche, votre moyen de pression si la situation n'est pas réglée. Ce que mon prédécesseur vient de dire est déjà consigné dans les courriers qu'on leur a adressés. Et je rappelle qu'on a adressé aussi un mémorandum au président de la République dans lequel on a fait dépeint à peu près la situation. Et sur cette question, nous sommes catégoriques. S'il ne nous appelle pas pour régler cette situation, eh bien nous allons prendre notre responsabilité. Et ce n'est pas autre chose. Nous allons sécher les cours et nous n'irons pas en classe et même les autres activités vont être paralysées. En tout cas, celles qui sont exécutées par les assistants. Donc, en attendant, puisqu'ils sont sûrs d'avoir des professeurs capables de tenir, il n'y a pas de souci. Bien. Alors, ils prendront leurs dispositions. Voilà donc la situation aujourd'hui au sein de ce secteur de l'enseignement supérieur et concernant les enseignants assistants qui sont au nombre d'au moins 2500 et qui donc ont été exclus dans cette décision de révalorisation des primes des enseignants. Et j'espère que Yoro Baldé aura des oreilles attentives à l'endroit de ces revendications d'ici le 16 octobre. En tout cas, nous serons là pour observer la situation de bout en bout. Monsieur Ousmane Touré, merci d'être passé dans cette émission. À très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Kaba. Merci. Merci, à très bientôt. Merci. À vous, merci de votre fidélité. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.